Le Parti québécois va-t-il rebondir ou va-t-il continuer à s'enliser? Est-ce minuit ou midi? Le soleil ou la pluie? On en parle avec Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, bienvenue au Franc-Tireur. Vous avez la couenne dure, fait que je vais commencer tout de suite par une question raide. Est-ce que vous avez l'impression des fois d'être un chef par dépit? C'est-à-dire que vous avez dit vous-même que le PQ voulait vivre son moment PKP. Faire du Québec un pays! Il a dû quitter de façon abrupte. On a choisi Jean-François Lisée. Est-ce que vous avez l'impression d'être un chef par dépit? Vous savez, j'ai postulé pour cet emploi-là. J'ai postulé, j'ai voulu. Il y avait d'autres candidats pour l'emploi qui voulaient vraiment cette job-là. C'était pas par dépit du tout, c'était par volonté. Mais le choix, c'était PKP. Il est parti. Ben oui, mais ensuite, il y a une course. Il y a une course, tu sais. C'était pas... il y avait plusieurs personnes qui voulaient cette job-là. C'était difficile à avoir, là. Richard, c'était pas facile à devenir chef du PQ. Tu sais, au début, j'étais 20 points en arrière d'Alexandre Cloutier, puis là, j'ai remonté point par point. Non. C'est pas par dépit. Je l'ai gagné, cette job-là. Je la mérite. Ce matin, Jacques Parizeau en a surpris plusieurs en arrivant avec le journaliste Jean-François Lisée à ses côtés. L'auteur du Tricheur et du Naufrageur est maintenant le conseiller spécial du nouveau premier ministre. Vous avez écrit un livre sur Robert Bourassa qui s'appelle « Le Naufrageur ». Est-ce que vous avez peur d'être le naufrageur du PQ? Non, absolument pas. Parce que même à l'époque, ça c'est il y a 20 ans, des articles qui disaient que le PQ va mourir, puis il est dans le coma, puis il y en a plein. Ça, là, c'est l'article le plus plate à écrire parce que je me demande si c'est un copier-coller d'articles des années 80. Rédacteur de discours et conseiller aussi pour les affaires internationales, la souveraineté demeure son vrai moteur. Si moi, j'étais convaincu qu'il n'y aura pas de référendum d'ici 5 ans, j'aurais dit à M. Bouchard, ça me fait plaisir de travailler pour vous, c'est un privilège. Maintenant, moi, je vais retourner, je vais aller écrire des romans. Mais moi, j'aime les politiciens idéalistes. Je trouve que des fois, on est trop au ras les pâquerettes. C'est bien l'idéalisme. Je demande aussi un certain degré de lucidité, puis qu'on ait les yeux devant les trous aussi. Là. Je veux pas enfoncer le clou, mais vous les avez vus, les sondages. Bon, vous voyez, c'est pas quand même... Il faut noter la réalité, là. Ben oui, bien sûr. Ça change vite, hein, la politique. Jusqu'à il y a 6 mois, les gens disaient, les libéraux sont au pouvoir, il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'ils vont rester. Et ensuite, à partir de ces derniers mois, ils ont dit, la CAQ va battre les libéraux. Ben ça, c'est d'abord un changement, qu'on se rend compte que oui, c'est vrai que les libéraux peuvent être battus. Maintenant, est-ce que c'est la CAQ qui doit être le moteur de changement? Maintenant, on se dit, savez-vous, ce qui va se passer avec la CAQ, c'est qu'ils vont baisser les impôts puis les taxes, et ils vont être obligés de couper dans l'éducation, pour les aînés, puis dans la santé, parce que ça ne balance pas. Puis les 2 tiers des gens, ils disent, non, on ne veut pas couper, là, on veut l'investissement en santé, en éducation pour les aînés. On dit, ça tombe bien, c'est ça qu'on propose, nous. Et on a même demandé, nous, au Parti québécois, s'il y avait un parti qui vous disait, on va baisser les taxes puis augmenter les services pour les aînés puis les élèves, est-ce que vous trouveriez ça crédible? Puis il y en a 60 qui disent, ben non, on ne trouverait pas ça crédible. Alors là, on est avec une population qui en a vu d'autres, puis des promesses irréalistes, ils n'y croient pas, puis nous, on fait le pari de la vérité. Nous, au Parti québécois, on va vous dire la vérité. On ne baissera pas vos taxes, on ne va pas les monter non plus, mais ça nous prend l'argent qu'on a maintenant pour vous donner des meilleurs services. Le résultat est sans appel, même pas serré. Les militants de Québec solidaire rejettent la convergence avec le Parti québécois. Tout au long des débats, ils ont fait part de leur méfiance envers le PQ. Vous avez cruisé Québec solidaire. Est-ce que le PQ avait vraiment besoin de faire des beaux yeux à Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé? C'est rendu bas, là. Si le PQ est prêt à faire alliance avec Québec solidaire, ça veut dire qu'il se reconnaît là-dedans? T'as vraiment pas aimé ça? Non. Écoute, il y a deux choses. D'abord, moi, gauche, droite, centre... D'ailleurs, ça a été Québec solidaire. Je pense que vous avez donné de la crédibilité, vous avez donné une certaine noblesse à Québec solidaire. J'ai bien hâte de répondre à ta question. Regarde, d'abord, gauche, droite, etc., nous, on connaît ça. Moi, je trouve que c'est pas utile dans la discussion politique avec... Vous avez écrit plein de livres avec le mot gauche dedans. Moi, oui, comme auteur, comme blogueur, etc., mais comme chef politique... Mon Dieu, vous êtes une des personnalités qui a utilisé le plus souvent le mot gauche, je pense. Je comprends, mais... de façon à droite. je trouve que comme chef politique, dans la conversation qu'on a avec les électeurs, c'est pas très utile. La plupart des électeurs disent, c'est quoi ça? De toute façon, moi, ce que je veux, c'est des solutions pragmatiques. Les coalitions dans le monde, là, il y en a plein.
Il y en a plein de coalitions électorales, puis des partis qui ne s'aiment pas, mais qui se mettent ensemble parce que leur objectif commun est plus important que leurs différences. Ça se passe en Europe, ça se passe en Israël, ça se passe un peu partout. C'est pas dans notre culture, mais moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on développe cet esprit qu'on a un objectif commun qui est plus grand que nos divergences. Voilà. La première vice-chef du Parti québécois et la future vice-première ministre du Québec, Madame Véronique Yvon. Très populaire dans l'opinion publique, Véronique Yvon devient la numéro 2 du Parti québécois. OK. Ma théorie. OK. Vous vous en alliez en auto vers les élections, vous avez pogné un flat, vous avez eu besoin d'une roue de secours, c'était Véronique Yvon. Non. Alors, je vais te donner ma théorie. OK? OK. Alors, ma théorie, c'est que on allait sur la route. En fait, c'est une piste de décollage. Puis là, je me suis dit, OK, ça va bien, ça peut aller mieux, mais ça irait mieux pour décoller si j'avais de l'aide avec Véronique. Et avec Véronique, on décolle. Le mot aide, c'est drôle parce que pendant longtemps, vous le savez, on dit vous avez un gros ego, vous êtes très orgueilleux. Moi, je trouve que ça demande une grande humilité, puis une grande absence d'orgueil de dire ben j'ai besoin d'investir. Parce que soyons sérieux. Si dans les sondages, ça allait bien, puis tout ça, Jean-François Lisée trônait, Jean-François Lisée, il ne serait pas allé là, demander l'heure à Véronique Yvon, là, puis viens m'aider, puis tout ça. Là. Vous avez besoin de Véronique Yvon pour décoller l'avion. C'est dur à prendre au point de vue de l'orgueil, de l'ego, ça. Bien, au risque de te décevoir, pas du tout. Moi, je sais que mon objectif, c'est qu'on forme le gouvernement puis qu'on fasse l'indépendance du Québec. Puis pour me rendre là, il faut rassembler le plus possible. Puis pour moi, ça ne me coûte rien. Au contraire, c'est une réussite de montrer qu'on fait les choses autrement et qu'on avance. Mais c'est très dangereux. Parce que c'est très dangereux. Les médias l'aiment beaucoup, Véronique Yvon. Oui, j'espère. Puis là, d'un coup, à vous upstage. Le but, c'est pas moi. Le but, c'est avoir un gouvernement qui va s'occuper des gens correctement, qui va redonner de l'élan à la nation et ensuite qui va faire l'indépendance du Québec. C'est ça, le but. Et si ça, dans ce but-là, de rassembler, d'avoir une vice-chef, de montrer qu'on est intergénérationnel, qu'on a la parité des hommes et des femmes, ce que je vais avoir dans le gouvernement que je vais diriger avec Véronique comme vice-première ministre, ça me rapproche de mon but. Tout ça me rapproche de mon but. Hey, ce que je trouverais difficile, c'est si personne se rassemblait autour de moi. Ça, je trouverais ça difficile. Si tu veux pas venir dans une nation où l'égalité des hommes et des femmes est valorisée, où la laïcité est valorisée, le Québec ne devrait pas être ton premier choix. Même Jésus, qui était pourtant un super-héros incroyable, Jésus était plus fort que Thor, il était plus fort que Spider-Man. J'ai pas vu cet Puis épisode-là. que Black Panther. Même Jésus a douté. Il a douté dans le désert, il a douté dans le jardin des Oliviers et il a douté sur la croix. Est-ce que Jean-François Lisée aussi doute de la pertinence du projet souverainiste en 2018? Ah, jamais, jamais. Regarde, aujourd'hui, là... Il me semble que la fenêtre d'opportunité, elle était ouverte pendant un certain temps. Elle s'est refermée. Va-t-elle se rouvrir dans 50 ans? On ne le sait pas. Mais là, la fenêtre est comme fermée. As-tu des fenêtres chez vous, toi, Richard? Oui. Les ouvres-tu, comme moi, tous les printemps? Bon. Non? Oui. Tu restes les fenêtres fermées tout l'été? Au Québec, le printemps va être dans, tu sais... Ben, ça revient chaque année. Même, il y a des gens qui doutent vers la mi-février que le printemps va venir. Il vient tout le temps. Il vient tout le temps. Donc, alors, Jésus bien, doutait, mais pas Jean-François Lisée. Écoute, il faut qu'on relise la Bible ensemble, là, parce qu'il a été tenté, mais il n'a jamais douté, à mon avis. Hein? Puis il a demandé à son père de les excuser, ne savent ce qu'ils Mais il a eu font, peur dans le jardin des Oliviers. Il frissonnait, il a eu peur. Oui, hein, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Puis, avant d'arriver ici, là, je shakeais pas mal. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux parce qu'on est vers la fin de l'entrevue, puis je sens que la torture se termine. Mais je veux dire une chose. Quand on regarde en ce moment le débat sur les paradis fiscaux, OK, qui est le scandale financier global terrible, puis là, on a Justin Trudeau qui nous représente à la table internationale pour discuter des paradis fiscaux. Il vient d'en créer 3 autres pour les contribuables québécois et canadiens au cours de la dernière année. Ce gars-là, c'est le lobbyiste des paradis fiscaux. Moi, je veux que le Québec indépendant
puisse être présent pour aider ceux qui veulent les fermer, les paradis fiscaux. Parlons de l'environnement. Moi, j'y crois au réchauffement climatique. Je pense que c'est extrêmement grave. Bien, je regarde le Canada avec Justin Trudeau ou avec Stephen Harper, ils représentent une puissance pétrolière. C'est ça leur économie. Je leur en veux pas, mais c'est ça. Ils aident pas le combat contre le réchauffement. Puis ils me représentent, moi, Québécois, qui est une nation qui veut justement aller dans le sens d'une économie qui est plus verte. Alors, sur ces questions-là, c'est encore plus important qu'on soit présent au monde, qu'on participe aux débats internationaux, puis qu'on ajoute notre voix à ceux qui veulent aller dans le bon sens. Ce serait impossible que le PQ, à un moment donné, ça serait tout un step, mais que le PQ dise, on est lucide, vraiment, là, on met vraiment de côté le projet souverainiste. Ce ne serait plus l'argument numéro 1, ce ne serait plus l'article 1. On est rendu ailleurs. Il y a d'autres partis pour ça. Je suis souverainiste dans mon cœur. Je suis réaliste. À un moment donné, c'est bien beau rêver, mais quand tu rêves tellement que tu ne vois plus la réalité, tu es complètement off. La grande lucidité dont on a fait preuve en tant que parti, c'est de dire, écoutez, nous, au Parti québécois, nos 90 000 membres, on veut faire la souveraineté immédiatement, mais on constate que la population n'est pas prête à poser ce pas maintenant. Et donc, ça a été un très grand geste de maturité et de lucidité de dire, écoutez, l'indépendance, on va la réussir sur 2 mandats. Au premier mandat, il n'y aura pas de référendum sur l'indépendance. On a beaucoup de travail pour reconstruire la confiance dans notre État, dans notre nation, qui a été fragilisée pendant 15 ans par les libéraux. Puis dans le deuxième mandat, on va poser cette question-là. Ça, c'est notre lucidité. Mais c'est aussi notre volonté de sortir de cette spirale qui nous enlève de l'énergie, qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes, qui est notre présence dans le Canada. Et votre carte, il me semble, c'est l'identité. On ne fait pas la séparation pour des points d'impôt. On ne fait pas la séparation pour des questions d'économie. On fait la séparation pour des questions fondamentales. Et je ne sais pas où vous vous situez sur le dossier identitaire. Il me semble que vous faites le cha-cha-cha. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous voulez pas. Tout le PQ, c'est comme, on vous avancez, puis là, ça allait exploser dans la face de Bernard Drainville. Oh non, c'est radioactif, on ne peut pas y aller. Mais en même temps, la CAQ nous est en train de prendre le dossier identitaire. On va y aller, mais on y va pas. Puis, my God! Vous êtes où sur l'identité, là? Je tiens à saluer la qualité de la recherche sur laquelle est fondée cette question. Mais écoute, c'est très clair ce qu'on a à dire sur l'identité. D'abord, parlons de la langue. La langue, c'est un élément essentiel de l'identité. Le français est en déclin à Montréal et au Québec. Non. Veux-tu, on est les premiers responsables. On la parle mal, on l'écrit mal. J'aimerais ça répondre à la question. Les pires ennemis du français sont les francophones. La prochaine fois, je vais t'interviewer, OK? Les pires ennemis du français sont les francophones eux-mêmes. Bon. Alors, le français est en déclin. L'an dernier, 60 des nouveaux arrivants sont arrivés ici sans connaître le français du tout. Du tout. Ils ne pouvaient pas commander un café en français. 60 Nous, on dit, regarde, on n'est pas plus fous que les Hollandais puis que les Britanniques qui demandent à tous les nouveaux arrivants, les salariés et leurs conjoints, de connaître la langue nationale avant d'arriver. Ça, c'est le plus grand changement qu'on va faire sur l'identité. On va dire, écoutez, vous êtes un soudeur à Santiago ou une infirmière à Beijing, vous voulez venir au Québec, ça vous prend des compétences et une de celles-là, c'est une connaissance intermédiaire ou avancée du français. Quand vous allez arriver, vous allez pouvoir être intégré correctement, puis on va vous dire, on a besoin d'un soudeur à Val-d'Or, puis on a besoin d'une infirmière à Rouyn-Noranda, puis l'intégration va se faire. Ce qu'on sait, c'est que de 60 à 100 des immigrants qui arrivent ici sans parler le français, c'est la recette de l'assimilation. Deuxièmement, nous, on dit, écoutez, ça n'a pas de sens qu'on puisse avoir un cégep, un diplôme de cégep anglophone ou d'université anglophone. On est super compétent dans notre domaine, mais on ne parle pas assez bien français pour s'intégrer dans le marché du travail québécois. Ben non, nous, on va dire, pour la première fois de l'histoire du Québec, ben, si tu veux avoir un diplôme d'études collégiales ou universitaires, si tu es étudiant québécois, il faut falloir que tu démontres une des compétences essentielles, le français. Ça fait partie des mesures qu'on va prendre pour rétablir le français. Dans un monde idéal, c'est fantastique, mais vous le savez qu'il y a un manque de main-d'œuvre un peu partout en Occident. En Amérique, il y a un manque de main-d'œuvre. Et là, les immigrants ont le gros bout du bâton. Les immigrants ont le bout du bâton. Ils savent qu'on a besoin d'eux. Fait que là, il va dire, moi, tu sais, aller là, il va falloir que j'apprenne une langue qui est complètement super compliquée ou m'aller à côté où c'est en anglais.
allez là. Ils choisissent maintenant où ils vont, les immigrants. C'est plus comme avant, là. Mais ils viennent dans une nation francophone. Alors, si tu veux pas apprendre le français, ne viens pas dans une nation francophone. C'est aussi simple que ça. Puis la même chose, tu parles des questions de laïcité puis de multiculturalisme. C'est clair, si tu veux pas venir dans une nation où l'égalité des hommes et des femmes est valorisée, où la laïcité est valorisée, le Québec ne devrait pas être ton premier choix. Alors, c'est clair qu'il faut affirmer notre identité. On va le faire très clairement. On va le faire sur les signes religieux dans la fonction publique aussi. C'est Bouchard-Taylor, les futurs enseignants du primaire et du secondaire, puis les éducatrices en garderie installées. On va dire, ceux qui sont là, on vous a embauché, vous faites un bon travail, vous avez un signe religieux, c'est comme ça. Mais les nouvelles embauches, non. Les nouvelles embauches, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura pas de signe ni religieux ni politique pendant votre travail. Vous êtes des figures d'autorité. Alors, c'est ça qu'on va faire. Puis c'est clair que ça va être une avancée très importante. Mais en même temps, l'autre côté de cette médaille-là, là, je parle des règles du vivre ensemble, l'autre côté, c'est le succès du vivre ensemble. Puis ça, je pense qu'il faut qu'on soit très clair, qu'on veut mieux reconnaître les diplômes, mieux intégrer, avoir des CV anonymes pour faire en sorte que les gens puissent passer à l'étape de l'entrevue d'embauche, parce qu'en ce moment, leurs CV ne sont même pas regardés parce qu'ils ont des noms qui ne sont pas québécois. Il faut vraiment agir pour que la diversité québécoise fasse partie de la nation à tous les échelons. Cette manifestation ouvre un chapitre crucial du débat sur l'école, celui d'un compromis sans vainqueur ni vaincu ou celui d'une relance de la guerre scolaire. Ici, Jean-François Lisée, à Versailles. Pendant longtemps, vous avez été le Golden Boy, le WizKid. Hein? Vous étiez en journaliste, vous aviez 40 ans, vous étiez le WizKid. Vous avez 45 ans, vous étiez le WizKid. 50 ans. Là. Vous venez d'avoir 60 ans il y a quelques jours. N'en parle-moi-en pas. Vous ne ferez pas l'indépendance du Québec, je pense. Il me semble, il y a bien des chances, là. Ça allait bien, là. Ça allait bien. Vous auriez une carrière brillante encore en journaliste dans le domaine universitaire. Vous pourriez voyager, vous pourriez... Qu'est-ce que c'est ça, être politicien? Je veux dire, une des plus grandes difficultés d'être politicien, c'est de rencontrer des éteignoirs comme toi constamment, qui disent « ça marchera pas, puis ça va mal, puis tu devrais même pas essayer, puis tu devrais même pas être là ». Je comprends que ça fait partie de la job. On s'habitue jamais complètement aux tentatives des autres d'éteindre notre flamme, mais on résiste. Je crois que c'est une bonne chute, ça, pour l'entrevue. Merci. Merci.